Alméa et Addiction France. Marielle, tu veux refaire un petit point Alméa avant de démarrer? Oui, oh bah, ça va être très court. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment de nous joindre à nous pour ce webinaire, donc qui est réalisé donc en partenariat avec Addiction France. Donc, je suis responsable de la sécurisation des parcours et de la qualité de vie apprenante pour Alméa. Donc, en fait, ce webinaire constitue le troisième volet d'une série de 4. Pour nous accompagner, donc, nous avons Madame Virosiek, et puis chargée de prévention pour Addiction France 51, et puis Madame Annick Dessy, donc en tant qu'animateur. Donc, ce webinaire sera suivi d'un temps d'échange. Donc, juste pour recontextualiser, ce projet a été initié donc par Addiction France, qui a pris l'initiative de venir à notre rencontre. Et l'objectif global de ces actions est de sensibiliser tous les acteurs autour de nos jeunes apprenants, que ce soit les parents, les entreprises ou encore les apprenants eux-mêmes aux addictions, et vraiment désensibiliser. Donc, là, aujourd'hui, notre troisième webinaire sera vraiment consacré à la réglementation et à la, comment dirais-je, à la législation. Voilà, donc je vous laisse la main, mesdames. Merci beaucoup. Merci Marielle. Donc bonjour à tous, Marine Exorec, chargée de prévention et de formation pour l'association Addiction France. Je vais juste vous représenter brièvement l'association pour que vous fassiez le lien en tout cas avec nos interventions. Donc on intervient dans les CFA Interpro Alméa sur toute l'ex-Champagne-Ardenne, donc les territoires 08, 51, 10 et 52. Ce projet est financé par l'ARS, l'Agence régionale de santé, et le projet pour lequel on intervient, donc les alternants indépendants, il est déployé dans chaque CFA Alméa. Il y a une partie qui se dirige vers les alternants, première année principalement, mineurs. On intervient auprès d'eux en classe, en journée, et ainsi qu'en soirée, lors de soirées internat. Donc moi, je m'occupe essentiellement du territoire de la Marne. Ces webinaires sont accessibles aux 4 départements et on a un petit peu le même fonctionnement, en tout cas les mêmes financements pour ces interventions. Les webinaires, eux, sont à destination des 4 départements, principalement pour les maîtres d'apprentissage et les familles. Hop, alors, je vais juste vous passer une petite diapo pour vous présenter l'association Addiction France. Donc, juste pour vous faire un petit rappel, c'est une association qui a à peu près 150 ans, qui a été fondée par Claude Bernard et Louis Pasteur. L'association, alors on propose un accompagnement médico-social en faisant de la prévention, de la réduction des risques et du soin. Nous sommes force de proposition pour faire évoluer les opinions et la législation. Donc voilà, le thème d'aujourd'hui étant la législation, c'est ce qui va le plus nous intéresser. Alors, un accompagnement aux soins pour qui? Eh bien, toute personne volontaire ou en obligation de soins, entourage social, familial, professionnel, scolaire, c'est-à-dire toute personne en lien de près ou de loin avec une addiction. Quel genre d'addiction? Eh bien, addiction avec produits. Alors, dans les légales, nous avons bien évidemment l'alcool, le tabac, les médicaments. Et après, nous, on va catégoriser ça de cette sorte. Il y aura tout ce qui est substance illicite. On ne parle pas de drogue dure ou de drogue douce dans notre association, mais bien de légal ou illégal. Donc, dans tout ce qui est illégal, il y aura les psychotropes, cannabis et autres. Et nous intervenons aussi dans le cadre d'addictions comportementales, donc liées aux écrans, aux jeux vidéo, aux jeux d'argent et de hasard notamment, aux troubles du comportement alimentaire, mais il peut y avoir aussi sport, sexualité et bien d'autres. Qui intervient dans notre association? Eh bien, nous avons des médecins, des psychologues. D'ailleurs, Annick, qui va prendre le relais pour la législation, est une psychologue du travail, psychologue tout court, en addictologie. Nous avons des médecins, des travailleurs socio-éducatifs, diététiciennes, infirmières, etc. Toutes les consultations à l'association en lien. Alors, pour les adultes, Association Addiction France, ce sera des XAPA. Donc, pour les plus de 25 ans ou pour les moins de 25 ans, dans les CJC, les consultations jeunes consommateurs, toutes les consultations sont gratuites et confidentielles avec la possibilité de prendre rendez-vous anonymement.
Alors, hop, ça veut pas. Alors, sur notre territoire, nos XAPA, vous pouvez en retrouver donc dans le 08, le 51, le 10, le 52, pour ceux qui sont conviés à ces webinaires. Dans les Ardennes, le siège se trouve à Sedan, mais avec des permanences un petit peu partout dans les Ardennes. Vous les avez d'indiquer sur la diapo. Dans la Marne, nous sommes sur Reims, évidemment. Nous avons des permanences aussi ailleurs, dans des villes comme Fismes ou Varmeryville. Pour les CJC, les consultations de jeunes consommateurs, on intervient aussi pas mal en établissement scolaire. Nous avons aussi dans l'Aube plusieurs antennes, 8 au total, et dans la Haute-Marne, 3 lieux, Chaumont, Saint-Dizier et Langres. Les XAPA et consultations jeunes consommateurs ne sont pas forcément portés par l'association Addiction France. Sur le bassin de Châlons, par exemple, vous pouvez retrouver un XAPA et une CJC, mais portés par le CHU des Amandiers. Vous tapez sur Internet XAPA, donc Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, vous aurez les adresses au plus proche de votre domicile. Et les interlocuteurs pour terminer ma petite présentation. Dans les Ardennes, pour l'association Addiction France, ma collègue Anna-Paula Kums et donc son binôme de chez Almea, Madame Elvina Massonès. Sur la Marne, donc moi-même, Marine Viexorek. J'ai mis Marielle Laratte entre parenthèses pour Almea, puisqu'avant, c'était Lucie Adessa, mais qui est partie en retraite au mois de décembre. Je ne sais toujours pas qui la remplace. En tout cas, vous avez possibilité d'avoir plusieurs interlocuteurs au sein d'Almea qui peuvent faire le lien avec l'association Addiction France. Pour le 10, donc ma collègue Lucie Daven, qui remplace Noémie Morlet, qui nous a quittés pour un autre poste il y a à peu près un mois. Et pour Almea, ce sera Mathilde Gillier. Et dans le 52, collègue Addiction France, Sophie Mongin. Et pour Almea, Nathalie Blachère. Donc voilà, ça c'est les interlocuteurs vraiment dans le cadre du projet alternant indépendant. Voilà pour la petite présentation, rafraîchir la mémoire, en tout cas en lien avec l'association Addiction France. Et puis je vais vous laisser avec ma collègue donc Annick Dessy qui va se représenter convenablement puisque j'ai fourché sur psychologue. Merci. Alors, juste pour petit rappel, si vous avez des questions, je vous demanderai de me les envoyer par écrit. Donc, vous avez la possibilité sur le Teams de pouvoir poser vos questions avec le petit onglet conservation, la petite bulle écrite. Je vais prendre en note toutes les questions et on pourra y revenir à la fin de la présentation de ma collègue. Et voilà, comme ça, s'il y a 10 fois la même question, on ne se fera pas interrompre 10 fois de suite. On va laisser notre collègue faire sa petite présentation déjà et puis on reviendra. Oui? Et juste une petite précision, ce webinaire est enregistré. J'aime bien toujours le signaler comme ça. Oui. Et tous ceux qui étaient inscrits auront la possibilité de le revisionner en replay. Voilà, C'est merci. formidable la technologie. Allez, je vous laisse avec Annick. Ok, merci. Bon, il ne pourrait y pas avoir 10 questions les mêmes puisqu'il y a Non, puisqu'il n'y a pas 10 personnes connectées. Donc, voilà. Bon, on va respecter un peu ce qui était prévu, mais si vraiment vous avez des questions d'éclaircissement lors de la présentation, vous n'hésitez pas. On n'est quand même pas beaucoup, donc je ne pense pas qu'on sera surchargé d'interventions. Voilà. Donc, moi aussi, je vais ouvrir ma présentation. J'espère que ça va marcher. Tadam. C'est en préparation. Oui, donc, je vais prendre le temps de me présenter. Donc, Annick Dessy, donc je ne suis pas psychologue du travail. Je suis psychologue, donc essentiellement sur le XAPA, donc le centre de soins, mais aussi c'est moi qui suis en charge de la prévention au niveau des risques professionnels liés aux addictions. Donc, les entreprises qui font appel à nous, c'est moi qui vais. Donc, voilà, j'ai acquis une certaine connaissance et expérience des entreprises, mais je ne suis pas psychologue du travail. Donc là, ce qu'on m'a demandé, c'est d'aborder les conduites addictives en termes de risques professionnels et les alternants, et notamment le rôle des maîtres d'apprentissage.
Donc déjà, j'ai quand même une question. Est-ce que dans les 2 personnes qui sont présentes, vous êtes maître d'apprentissage? Alors, vous avez le micro fermé. Si vous levez la petite main en haut, on se dira que vous êtes maître d'apprentissage. Sinon, on m'entend bien, ouais? Oui, oui. Oui, d'accord. Donc, il n'y a pas de petite main. Donc, vous n'êtes pas maître d'apprentissage. Bon, en tout cas, l'information, elle va quand même être plutôt destinée à ce public. Donc, au programme de cette intervention, donc on va refaire le point effectivement sur la législation puisqu'il existe bien des choses dans le Code du travail et éventuellement dans le règlement intérieur de l'employeur. On va voir en termes de responsabilité de l'employeur, donc sous-entendu le maître d'apprentissage, puisque par délégation, il a quand même une responsabilité. La particularité de la législation concernant les mineurs, même si on ne va pas tout voir, mais quand même certains points importants. Et on va terminer par le rôle du maître d'apprentissage dans tout ça et sur le lieu de travail, qu'est-ce qui peut repérer le mettre en alerte. Alors, au niveau de la législation, donc en France, il existe bien plusieurs textes qui va parler de cadrer, on va dire, la consommation d'alcool sur le lieu de travail. Il y a le code du travail, le règlement intérieur s'il existe dans l'entreprise, et le code pénal qui va nous donner aussi des indications, notamment en termes de risques et responsabilités. Donc, l'alcool au travail, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on peut, finalement. Pas toutes les boissons, mais on peut consommer du vin, de la bière, du cidre, du poiré, non additionné d'alcool. Par exemple, picon-bière, on ne peut pas. Donc, tous les alcools forts, etc., c'est interdit, mais ceux-là sont autorisés. Alors, vous allez me dire, finalement, on peut boire quand on veut. Avec le code du travail, finalement, oui, un peu, mais, chose importante d'ailleurs, je l'ai surligné là, on ne peut pas être en état d'ivresse sur son lieu de travail. Et là, on peut imaginer quel rôle des encadrants et notamment des maîtres d'apprentissage, puisque c'est eux qui doivent faire valoir aussi ce point-là. Après, il y a 2 autres choses qui sont plus anecdotiques, mais je vous laisse quand même prendre connaissance. On ne peut pas payer les salariés avec de l'alcool et l'obligation aussi pour les employeurs de mettre à disposition de ces salariés de l'eau potable et fraîche. Voilà. Et donc, Code du travail, s'il n'y a pas d'autres textes qui existent dans l'entreprise, c'est on peut consommer certains alcools, pas tous, mais on ne peut pas être en état d'ivresse. Alors, l'état d'ivresse, on le verra à la fin, c'est l'état d'ivresse manifeste. Hein. Je pense que tout le monde connaît un peu les signes de l'état d'ivresse. Ensuite, dans certaines entreprises, on peut avoir un règlement intérieur. Donc, c'est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. Et que peut dire ce règlement intérieur? Il ne peut pas être plus laxiste que le Code du travail. Le Code du travail, c'est le super chef, on va dire. Après, le règlement intérieur, il doit s'imbriquer dedans. Et alors, soit il peut être plus sévère, carrément interdire la consommation d'alcool. Bon, là, il faut le justifier. Hein. Par exemple, si on est dans une centrale nucléaire, vous imaginez bien que par rapport au risque, oui, le règlement intérieur peut interdire complètement la consommation d'alcool. Ce qu'on va voir le plus souvent, c'est le premier petit point là, qui est le code du travail, le règlement intérieur, pardon, il va cadrer la consommation d'alcool qui est autorisée par le code du travail. Et en général, il va dire oui, mais pas tout le temps. C'est-à-dire lors des pots, et si le pot, on a demandé l'autorisation qu'on a reçue à la hiérarchie, etc. Donc souvent, c'est ce qu'on va trouver dans les règlements intérieurs quand ils existent. Et puis, on va pouvoir trouver d'autres choses aussi. Dans le règlement intérieur, il faut savoir que les employeurs, ils peuvent contrôler leurs salariés, pas n'importe lesquels, ce sera la diapo après, utiliser des tests, des éthylotests notamment, mais ça doit être noté dans le règlement intérieur et respecter quelques conditions. Donc, ce sera la diapo après. Et puis, bien sûr, le règlement intérieur, il va nous donner aussi des idées sur les sanctions qui sont possibles s'il y a consommation ou état d'ivresse sur le lieu de travail. Voilà, et tout ça, dans certaines entreprises, ça peut être complété par des conduites à tenir ou des protocoles d'intervention, c'est-à-dire pour les encadrants, les managers. Si on a quelqu'un qui est en état d'ivresse sur son lieu de travail, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ça n'existe pas dans toutes les entreprises, malheureusement. Donc, c'était la question à se poser peut-être au niveau des maîtres d'apprentissage. Est-ce que ces documents existent dans l'entreprise? Parce que si oui, c'est une ressource pour l'encadrant et notamment
le maître d'apprentissage. Alors, je vous ai dit que l'employeur pouvait utiliser les tests salivaires pour vérifier notamment l'usage de cannabis, tous les éthylotests, pour vérifier la consommation d'alcool, mais tout ça est bien cadré aussi. On ne peut pas le faire sur tout le monde, c'est uniquement sur les postes à risque. Donc les postes à risque, ils sont repris, hein, normalement ça doit être listé quelque part dans l'entreprise. En général, c'est tout ce qui est manipulation d'engins ou de produits dangereux, conduite des véhicules, notamment le transport de personnes. Donc ça va vraiment dépendre du lieu où on travaille, où l'alternant se trouve. Mais s'il y a un règlement intérieur qui prévoit ça, donc, et que l'alternant fait partie des postes de sécurité, on peut imaginer qu'en cas de situation dangereuse, on peut vérifier la cause de la situation dangereuse et de l'état normal de l'alternant. Voilà, donc tout ça, il faut respecter certaines conditions. Je ne vais peut-être pas être plus longue là. Et tout ça doit être noté dans le règlement intérieur. Si ce n'est pas noté, on n'a pas le droit de l'utiliser. Voilà, donc ce n'est pas un acte médical, ce n'est pas obligatoirement fait par un médecin et les résultats sont communiqués à l'employeur. Ça va jusque-là? Alors, il faut savoir que si le salarié ou l'alternant refuse de souffler, on fait comme s'il était en état d'ivresse. C'est un peu comme sur la route, hein, si on a un contrôle routier, on refuse. Les forces de l'ordre vont nous considérer tout de suite comme étant positifs. Et donc, voilà, donc sur le lieu de travail, il s'agira de l'écarter de son poste, etc. Donc, on a vu le code du travail, le règlement intérieur avec la possibilité de recourir aux tests pour vérifier les consommations. Et donc, on va terminer par l'aspect législatif en termes de risque et responsabilité. Que risque l'employeur et pas uniquement lui? En tout cas, il risque des choses parce que dans le Code du travail, c'est bien précisé que le chef d'entreprise doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses travailleurs. Tout ça doit être d'ailleurs rédigé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc pour chaque poste, on va imaginer les risques professionnels et dans la colonne à côté, on va devoir mettre toutes les mesures de protection pour éviter que le risque ne se transforme en accident. Donc l'employeur, je veux dire, voilà, il a une responsabilité très, très importante en la matière. Et en sachant que la consommation de produits vient majorer les risques professionnels, les employeurs, ils ont quand même tout intérêt à s'y intéresser. Je vous ai dit, l'employeur risque gros, mais pas uniquement, puisque chaque salarié, donc chaque alternant aussi, doit prendre soin de sa sécurité, de sa santé, de celle des autres. On doit arriver en bonne forme sur son lieu de travail. Si on n'est pas en bonne forme, qu'est-ce qu'on fait? On reste chez soi et à charge de chacun de justifier son absence. Mais donc, on peut imaginer, si on a fait une fête un peu trop arrosée et qu'on est encore sous l'effet de produits, eh bien, normalement, on n'est pas censé se présenter sur son lieu de travail. Donc, le Code du travail donne quand même une grande responsabilité, notamment aux chefs d'entreprise, mais pas uniquement. Et puis, alors, il y a le Code pénal. Je vais rien, vous allez découvrir, enfin non, pas découvrir, mais deux notions que vous connaissez bien et qui sont des délits: mise en danger délibérée de la vie d'autrui et la non-assistance à personne en danger. Donc, ces deux notions sont valables aussi sur le lieu de travail. Si je suis sous l'effet de produits et que je mets en danger les autres, on pourrait me le reprocher. Et par ailleurs, si on voit que je suis en danger et qu'on ne fait rien, la personne qui n'a rien fait, que ce soit un collègue ou le manager, peut aussi être condamnée pour délit, pour non-assistance à personne en danger. Donc, ce qui veut dire que comme tout citoyen, je veux dire, s'il y a le feu chez vos voisins, vous êtes obligé d'intervenir, enfin, d'appeler les secours, pas d'intervenir, mais d'appeler les secours au moins. Sur le lieu de travail, c'est pareil, il y a le devoir d'alerte. Donc, toute personne est censée donner l'alerte et prendre les mesures de sécurité qui s'imposent sans nécessairement dire «Eh chef, mon collègue, il a trop bu d'alcool, je viens de voir». Non, mais là, mon collègue, il est titubant, il n'a pas l'air bien. Ça, le devoir d'alerte, il existe bien. Donc, c'est de la responsabilité de l'employeur, c'est de la responsabilité du maître d'apprentissage de vérifier si l'alternant il est en bonne forme ou pas pour faire son boulot. Et s'il ne fait rien,
et qu'il y a un accident, on pourrait imaginer qu'il soit jugé pour non-assistance à personne en danger. Voilà. Mais quand il n'y a pas de chef, ce sont les collègues aussi qui sont, entre guillemets, responsables de la sécurité de chacun. Et en tout cas, quand on voit que quelque chose ne va pas, on est censé donner l'alerte. Voilà pour ça, je pense qu'on... Ah non, on n'a pas encore tout à fait fini la législation. Donc ça, c'était pour l'alcool. Pour le tabac, on commence à tous connaître quand même l'interdiction de fumer dans les lieux publics et couverts, hein, qui date de 2006. Voilà, donc c'est valable aussi sur le lieu de travail. On ne peut pas fumer ni vapoter dans les lieux fermés et couverts. Voilà, y compris dans les bureaux individuels, sauf pour le vapotage, il peut être admis s'il n'y a jamais personne qui rentre dans le bureau, ce qui est assez exceptionnel. Voilà, je vous laisse lire les sanctions qui sont prévues pour le fumeur ou pour le responsable. Donc ça, c'était pour le tabac. Et puis pour les autres produits psychoactifs, hein, si on pense héroïne, cocaïne, etc. Mais c'est interdit par la loi française, donc il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans le Code du travail. C'est interdit, point barre. Ça ne doit pas exister. Voilà. Et donc oui, j'ai remis la possibilité pour l'employeur de faire des dépistages par test salivaire si c'est noté dans son règlement intérieur, etc., etc. Voilà pour la partie législation, typiquement sur le travail. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Marine? Toujours pas. Ok, on continue alors. N'hésitez pas, hein, il n'y a pas de questions bêtes, vous pouvez nous interrompre ou les écrire Voilà. pendant que vous y pensez, on y répondra après. Donc, tout ça, ça veut bien dire que il y a un cadre qui est prévu par le Code du travail, par le règlement intérieur, par le CFA aussi, qui rajoute des choses vis-à-vis de ces alternants. Tout ça pour dire que voilà, c'est quand même pris au sérieux et notamment si quelqu'un n'est pas dans son état normal, normalement l'employeur doit faire quelque chose. Alors, pour les mineurs, donc j'ai repéré quelques notions supplémentaires dans la législation, notamment par rapport à l'alcool. Je vous ai dit, les autres produits, ça ne doit pas exister, donc c'est interdit, c'est interdit. En tout cas, par rapport à l'alcool, je vous ai repris quelques obligations légales. En tout cas, on ne peut pas vendre d'alcool aux mineurs. Donc, vous voyez, l'amende, ça peut aller jusqu'à 7 500 €. On ne peut pas recevoir un mineur dans un débit de boisson s'il n'est pas accompagné d'un majeur, et ce, jusqu'à 16 ans. Alors, non, je redis, interdiction de recevoir des mineurs de 16 ans non accompagnés d'un majeur responsable dans les débits de boisson. Voilà, c'est une contravention. Le point qui suit me semblait important. Bon, on ne va pas se voiler la face. On peut imaginer que dans certains lieux de travail, il y a des habitudes liées notamment à la consommation d'alcool, le soir après une grosse journée, le vendredi après une semaine, etc. Donc là aussi, par rapport au maître d'apprentissage, il y a le Code du travail et le règlement intérieur, mais il y a aussi d'autres lois qu'il faut aller dont il faut aussi tenir compte, notamment l'interdiction de faire boire un mineur jusqu'à l'ivresse est condamnable, c'est un délit. On risque 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Et aussi, on ne peut pas faire boire un mineur de manière habituelle. Donc, là, je me dis, si tous les jours, ne fût-ce qu'il n'y a qu'un verre d'alcool après le service, Oui, pas forcément d'ivresse. pas d'ivresse, on pourrait. Alors, je ne suis pas juriste, hein, je vous ai dit, moi, je suis psychologue. Mais vous voyez, là, c'est même puni de manière plus sévère, c'est 2 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Voilà. Donc, après, je veux dire, ce sont les juges, les avocats qui vont plaider. Mais pour moi, une consommation habituelle, on ne met pas là de quantité, c'est la notion de répétition. Je l'ai mis aussi, en tout cas un mineur ne peut pas travailler dans un bar, même en tant qu'alternant, hein, sauf une dérogation entre 16 et 18 ans. En tout cas, dans le cadre de sa formation professionnelle, normalement, c'est non.
Et puis, par rapport au code de la route, donc je rappelle que pour les jeunes permis, il ne faut pas dépasser le 0,2, 0,20 grammes par litre de sang en termes de taux d'alcoolémie, et c'est 0,5 pour les autres qui ne sont plus jeunes permis. Donc là, si on est contrôlé, on risque une perte de 6 points sur son permis et une amende de 135 €. Mais on ne peut pas être non plus au-dessus de 0,5 si on conduit un vélo, une trottinette ou un scooter. Donc là, il n'y aura pas de perte de permis, parce que si le jeune n'a pas le permis, mais il sera amendable quand même. Voilà, donc finalement, dans la rue, quel que soit son mode de transport, normalement, on ne doit pas être en état d'ivresse, et les forces de l'ordre peuvent contrôler même si on est à vélo, en trottinette ou en scooter. Et je rajouterais même à pied. Et à pied. Ivresse publique et manifeste. Voilà. Vous gagnez le droit de faire un stage de sensibilisation à l'alcool d'une demi-journée qui vous coûtera la modique somme de 75 €. Voilà. Chez vous? Oui, nous sommes mandatés par le tribunal aussi pour ce genre d'action. D'accord, ok. Voilà, donc on Ouais, a... ça m'interpelle hein, pour la conduite de vélo, trottinette, scooter, parce que dans mon imaginaire, on pouvait perdre des points si on avait le permis, vous voyez? Alors, en tout cas, moi j'ai lu des choses aussi, effectivement, si on est récidiviste, etc. D'accord. Bon, je vous dis, moi je ne suis pas juriste, et d'après ce qu'on entend aussi, voilà, de Bon, l'interprétation, mais quand on n'a pas de permis, on ne peut pas se faire enlever le permis. Ah Et non. le permis, Non, normalement, on ça, l'a à oui. partir de 18 ans, donc on n'est plus mineur. Mais on peut quand même risquer une amende. D'accord. Voilà, puisqu'on ne peut pas rouler sur quelque engin que ce soit à partir en état d'ivresse. Et là, s'il y a un contrôle, c'est 0,5. Donc, on ne juge même pas en fonction de l'état. Par contre, à pied, oui, à pied, c'est normalement, vraiment fait du jugement. c'est l'ivresse manifeste. Donc, c'est-à-dire, on titube, on crie fort. Enfin, voilà, on a un comportement qui peut mettre les autres en danger ou se mettre en danger. Mais, Mais je le dis régulièrement hein, aux alternants quand ils font des soirées en discothèque, notamment le samedi soir, et où tout le monde se dit je ne reprends pas le volant, ce qui est tout à fait raisonnable hein, et consciencieux par rapport à la situation. Je laisse la voiture sur le parking et je rentre à pied. C'est comme ça qu'on se retrouve aussi en stage IPM, surtout dans le centre-ville de Reims. Et il n'y a pas de, on ne souffle pas dans le ballon, il n'y a pas de prise de sang, il n'y a rien du tout, hein. C'est vraiment au bon vouloir et au jugement de l'agent verbalisateur. Il suffit de tituber ou de parler un petit peu fort et vous pouvez avoir un stage IPM. donc, un stage D'accord. IPN, c'est ivresse Ivresse publique manifeste, IPM. IPM. Ah oui. Voilà, alors c'est une loi qui date de Charlemagne, hein, qui n'a jamais forcément toujours été appliquée, mais en tout cas, elle existe depuis très longtemps, cette loi d'ivresse publique manifeste. Et c'est une alternative, le stage en tout cas, à une sanction bien plus conséquente. D'accord. C'est soit l'amende forfaitaire, soit le stage. Tout le monde choisit le stage puisque ça permet aussi de ne pas avoir d'inscription au bulletin numéro 3 du casier judiciaire. Hmm. D'accord. Ok. C'est bon pour vous? Ok. Alors, rôle du maître d'apprentissage dans tout ça. Donc, moi, j'ai fait une partie c'est et ce n'est pas. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, voilà, avec l'expérience aussi du travail avec les managers en entreprise, je me suis positionnée un petit peu de la même manière. En tout cas, c'est, ben, ça, c'est de manière générale, là, hors conduite addictive. En tout cas, c'est d'informer l'alternant de l'ensemble des règles et usages internes à l'entreprise, parce que l'alternant doit quand même respecter aussi les règles de l'entreprise, et de s'assurer aussi qu'il dispose de conditions de travail satisfaisantes et d'un environnement respectant les règles d'hygiène et de sécurité applicables. Sinon, effectivement, il y a un risque que le contrat d'apprentissage soit suspendu s'il y a un risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité de l'apprenti. Tout ça est fixé par le Code du travail. Donc, le maître d'apprentissage, il a bien des devoirs aussi par rapport au respect, à la préservation de la santé et de la sécurité de l'alternant.
Après, on imagine il y a un souci avec un alternant, un comportement qui pose problème. En tout cas, l'idée, c'est de constater à un stade précoce. On n'attend pas que les choses s'enveniment et s'aggravent. C'est de constater à un stade précoce des comportements qui peuvent poser problème et d'en parler avec l'alternant. Et aussi à la hiérarchie, si le comportement observé le nécessite, et d'informer aussi le CFA. Ensuite, d'alerter si nécessaire en situation de danger. Donc ça, c'est bon, qu'est-ce qui se passe entre quelqu'un qui arrive en état d'ivresse manifeste, qui fait un coma éthylique sur son lieu de travail, ou quelqu'un qui, voilà, il a des retards quand même, souvent le lundi matin, ou bien il fait des pauses de plus en plus longues. Voilà, vous voyez bien que la notion de danger, elle n'est pas la même. Mais donc, en tout cas, le rôle de l'alternant, c'est bien d'être factuel et de dire ce qu'il a observé à la personne et d'en référer à la hiérarchie et aussi au CFA, puisqu'il y a ce contrat aussi qui les lie avec le CFA. Alors là, j'ai mis quelque chose et en le relisant, j'hésite, parce que s'il y a un souci avec un alternant, normalement, un manager, il doit faire en sorte d'orienter vers le service de santé au travail, et ce, en relation avec son service RH. Mais là, en le relisant, je me pose la question, est-ce qu'on passe par le service de santé au travail de l'employeur ou c'est le CFA qui va se charger de ça? Ah bah, si c'est en entreprise, c'est vraiment à l'employeur. C'est toujours à D'accord, l'employeur. C'est l'employeur de toute manière, quand il est au CFA, c'est comme s'il était en entreprise, hein. oui, d'accord. Donc, ce que j'ai mis est tout à fait valable Tout alors. à fait, oui, tout à fait, madame. Ils sont vraiment en entreprise. C'est Voilà. l'employeur qui nous envoie son jeune pour avoir une formation, on va dire, la formation théorique. Donc, c'est comme s'ils étaient au travail. Donc, j'invite les managers, enfin les maîtres d'apprentissage à vérifier un peu ce qui existe dans l'entreprise. Est-ce que ce genre de choses est prévu? Est-ce qu'il y a des conduites à tenir, par exemple, en cas d'ivresse manifeste? Est-ce que vous savez vers qui vous pouvez vous tourner pour le notifier, pour avoir de l'aide, etc. Donc ça, il faut voir si ces protocoles existent. Le rôle aussi, pour moi, d'un maître d'apprentissage, c'est d'intervenir au niveau des collègues directs de travail au sein de l'équipe. C'est-à-dire, est-ce qu'on incite à la consommation ou pas? Et là, je vous parle aussi d'avoir pu rencontrer des équipes, etc., ou des nouveaux arrivants, surtout dans des équipes plus masculines. Enfin voilà, il y a le fait aussi, il faut boire de l'alcool pour être un homme. Je ne dis pas que ça se passe partout, mais voilà, donc le maître d'apprentissage, il peut être aussi sensible à ça. Être sensible peut-être aussi au phénomène de couverture. Ça, on le sait aussi dans les entreprises, les collègues ont tendance à cacher le problème, mais plus on attend, en général, plus la situation s'envenime. Le rôle aussi du maître d'apprentissage, à nouveau, oui, c'est d'analyser un peu les conditions de travail, les conditions de consommation. Est-ce qu'il y a certaines conditions de travail qui favorisent la consommation de certains produits? Voilà. Et notamment, moi, je pensais dans l'intégration de l'alternant. Et si oui, comment l'entreprise peut essayer de modifier les choses, voilà, pour que ce ne soit pas une condition à l'intégration de l'alternant. Par contre, ce n'est pas, je veux dire, le rôle du maître d'apprentissage, c'est pas de poser un diagnostic, de savoir si la personne est dépendante à un produit ou pas. C'est vraiment d'être factuel, de repérer les difficultés qu'il a pu constater sur le lieu de travail, de les notifier, voire de faire valoir le règlement intérieur de l'entreprise, les sanctions prévues, voilà. Et de dire aux jeunes, là, ça ne va pas, ça ne peut pas continuer comme ça, et je te demande de modifier ton comportement. Il ne faut plus que ça se reproduise. Ben voilà, je caricature un petit peu. Et le rôle du maître d'apprentissage, ce n'est pas non plus d'accompagner dans la prise en charge de l'addiction. Bon, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'être à l'écoute, d'être dans un rôle d'aidant, etc. Si le maître d'apprentissage est comme ça, euh, avec son alternant, on ne peut pas lui interdire, mais en tout cas, ce n'est pas obligatoire.
hein. C'est bien là le rôle des services spécialisés, dès que ça pas, comme Marie nous a dit tout à l'heure, comprendre le pourquoi, évoquer les problèmes personnels, etc. Donc, ce n'est pas interdit au maître d'apprentissage, mais en tout cas, ce n'est pas une obligation. Voilà. Et parfois, ça peut mettre à mal aussi d'en savoir trop sur l'histoire personnelle, parce qu'après, quand on se retrouve sur le lieu de travail, qu'il faut exiger des choses tant au niveau de la mission, du travail, ou de faire valoir un règlement, c'est parfois après que ça peut être compliqué. Voilà. Dernier thème. Quels sont les éléments qu'on peut repérer sur le lieu de travail en cas de conduite addictive? Alors, il y a le repérage d'un état d'ivresse manifeste. Là, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. On va quand même repasser en revue quelques signaux. Et puis, il y a aussi des signaux d'alerte en cas de consommation régulière d'alcool ou d'une autre substance ou d'une autre addiction, voilà, qui peuvent se manifester sur le lieu de travail et qui méritent aussi d'être relevés par le maître d'apprentissage. Alors, un état d'ivresse manifeste. Bon, en général, quand on consomme des produits, notamment l'alcool, on a des inhibitions, c'est quand même un signe. On est moins concentré, il nous faut plus de temps pour réagir, etc. On peut avoir des humeurs très variables, hein. Quelqu'un qui est d'habitude calme, et puis là, après un temps de midi, il est plutôt agressif, on peut se poser des questions. Bon, si l'ivresse est encore plus manifeste, c'est la phase d'incoordination avec le fait que on ne marche plus très droit, les gestes sont quand même très maladroits, etc. On peut en être malade. Et puis phase de coma éthylique si c'est l'alcool. Bon, là, c'est quand il n'y a plus de réaction. Et là, j'ai envie de dire que c'est une alerte, c'est danger imminent, alerte, alerte. Voilà, mais donc vous voyez, il y a différentes phases aussi dans l'état d'ivresse manifeste. Donc là, l'obligation normale du maître d'apprentissage, je vous rappelle, le Code du travail dit bien qu'on ne peut pas être en état d'ivresse sur son lieu de travail, c'est de repérer ça. S'il repère un comportement anormal chez l'alternant, c'est de le mettre à l'écart, hors du danger déjà, et de faire le point avec lui, et si besoin, d'avoir un avis médical en appelant le 15. Et puis, d'essayer d'appeler l'entourage, la famille, pour venir le chercher. Et après, ainsi, il sera en dehors de l'entreprise et sera la responsabilité des familles de se dire qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est l'ivresse manifeste. Après, quelques signes qui peuvent aussi donner la puce à l'oreille ou alerter le maître d'apprentissage. C'est des retards répétés, des arrêts fréquents, des absences du lieu de travail ou des changements d'humeur comme ça d'un jour à l'autre ou entre le matin et l'après-midi. Perte de qualité du travail, des erreurs, voire des accidents du travail, bien sûr, on peut se poser la question. Donc, des erreurs, perte de temps, manque de concentration, des oublis, report du travail sur les collègues, des consommations sur le lieu de travail, voilà, visible ou en cachette, ou des recherches d'alibi pour les consommer, hein. Voilà, on doit souvent aller chercher quelque chose en... Alors non, j'allais dire dans sa voiture, mais ils sont mineurs, donc Dans son casier. dans son casier, voilà. D'aller souvent aux toilettes. Exactement. Alors, je dirais qu'un signe tout seul ne doit pas faire tout de suite penser à une conduite addictive, hein. J'ai envie de dire, c'est un faisceau de signaux. Voilà. Alors, bien sûr, il y a des signes de manque, tremblement des mains et des sueurs, bon, qui peuvent faire penser à une dépendance à un produit. Et puis, il y a tous les signaux plutôt physiques, une haleine imprégnée d'alcool, les pupilles dilatées qu'on va souvent constater lors d'une consommation de cannabis. Mais à nouveau, c'est un signe qui doit être combiné avec d'autres éléments de repérage, hein. On ne va pas demander un entretien avec quelqu'un parce qu'il a des pupilles un peu bizarres. Je veux dire, voilà, il faut un ensemble quand même de choses, puisqu'on peut avoir des pupilles dilatées pour d'autres raisons, pardon, et avoir une haleine imprégnée d'alcool aussi pour d'autres raisons. C'est qu'il y a certaines maladies voilà, qui donnent une haleine chargée. Voilà. Des prises de médicaments. Prise de médicaments. Donc, le rôle du maître d'apprentissage, c'est un peu comme un encadrant en entreprise, puisqu'il a la responsabilité
de l'alternant. Et pour terminer, au cas où il aurait des doutes, il faut savoir que plus les consommations de produits sont précoces, plus elles sont délétères, notamment sur le développement du cerveau. Plus les consommations sont précoces, plus elles augmentent le risque de conduite addictive, voire de dépendance. Donc, vu que les apprentis sont des adolescents, plus les consommations sont précoces, et je vous laisse achever, voilà. Donc, il y a un intérêt aussi en termes de santé physique et mentale d'intervenir quand même assez tôt, notamment sur les adolescents, puisque les consommations sont plus délétères encore à ce moment-là. Voilà. Faut Et oublier que ce sont des jeunes alternants, donc avec des statuts de salariés, de jeunes adultes, mais ils restent néanmoins encore des adolescents, puisque jusque 25 ans, le cerveau n'ayant pas encore atteint toute sa maturité optimale, plus les consommations sont précoces et moins vous donnerez de chance à ces jeunes cerveaux de s'accomplir totalement. D'autant, je rajouterais, ce sont les premières payes qui arrivent. Et oui, et ça, Et ça donc aide énormément pour les premières consommations. voilà, donc il y a plus cette restriction d'argent qui fait que, voilà, Mmh. et puis il y a Mmh. aussi une notion d'émancipation et Oui. Oui, et qui, puis il côtoie un monde d'adultes. voilà, Mmh. où les habitudes peuvent être là aussi dans certains secteurs d'activité, hein. Mmh. Mmh. Tout à fait. Et même une habitude qui paraît anodine, hein, je repense, bah, tout ce qui est métier de bouche, hein, en restauration ou autre, la facilité, de la consommation, notamment d'alcool parce qu'il y a ce qu'il faut sur place. C'est même pas une histoire de pot de départ en retraite, d'anniversaire ou autre. C'est une consommation qui peut vite devenir, régulière et habituelle. La fin du service, ça peut paraître comme une action, très sympathique de la part Mmh. du maître d'apprentissage que de payer un verre à son alternant. Ça reste des mineurs et il y a Mmh. des lois. Voilà, s'il arrive un pépin à ce mineur qui a consommé ne serait-ce qu'une demi-bière, à la fin de son service, Mmh. heu et voilà, le maître d'apprentissage en reste, totalement responsable et il est interdit de boire sur son lieu de travail, voilà, même si c'est le patron, le maître d'apprentissage qui offre volontiers ce petit verre. Mmh. Voilà, voilà, je ne sais pas s'il y avait des Alors, réactions, questions? je n'ai toujours pas de questions. N'oubliez pas, tout en haut de la barre Teams, vous avez un petit onglet conversation. Si vous avez des questions, vous pouvez, et sinon prendre la main, la poser à voix haute, aucun problème. Il nous reste quelques minutes pour y répondre. Ah, Mmh. je vois 3 petits points clignoter. Juste pour rappel, nous, c'est strictement bien sûr interdit au CFA, de consommer de l'alcool, de drogue, donc il y a des sanctions qui sont données. Ça sera pour le prochain webinaire, ça. Mmh. Mmh. Voilà, voilà, c'est Donc le clair. prochain webinaire sont nos collègues des Ardennes qui l'animeront et ce sera le lien justement entre, maître d'apprentissage, famille et CFA En cas de consommation. en cas de consommation. Alors pas de questions, mais madame Zigrazia qui nous dit que toutes les explications sont très claires. Merci Merci. Sabrina. Eh bien, s'il y a pas de questions, ben, écoutez, mesdames, messieurs, dames, je ne sais pas s'il y avait des messieurs, dans nos J'ai cru voir participants. passer un monsieur dans la liste. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Donc, ce webinaire sera donc disponible à l'issue, des 4 webinaires. Donc, comme ça, tout le monde tous les inscrits pourront bénéficier, de ces informations. Voilà, si Mmh. vous avez, des choses à rajouter, mesdames? Non.
Bah, moi, j'ai juste envie de dire, en espérant que vos jeunes, je pense qu'il y a plus de mamans là que de maîtres d'apprentissage connectés, mais en espérant que vos jeunes n'aient pas trop de problématiques liées à une addiction, alors avec ou sans substance, hein, pas forcément alcool ou cannabis, ça peut très bien être les écrans, les pokers en ligne ou autres. N'oubliez pas, juste un petit rappel, que vos jeunes peuvent être en lien avec les consultations jeunes consommateurs, que tous les rendez-vous sont gratuits et anonymes et qu'ils n'ont pas lieu d'hésiter, en tout cas, à prendre rendez-vous et même à dialoguer via Instagram avec nos éducateurs qui sont aussi promeneurs du net. Il suffit de taper CJC Reims sur Instagram et vous aurez les contacts de nos éducateurs. Vous pouvez poser toutes les questions en lien avec les addictions, avec ou sans substance. Et ça, c'est accessible même pour les parents. Les parents peuvent poser des questions, oui, effectivement, pour, si c'est leurs jeunes, de moins de 25 ans qui sont concernés par une L'addiction. problématique d'addiction, oui. D'accord. OK. Et sinon, bah, voilà, tout ce qui est Xapa, sur tout le département, alors là, je parle pour la Marne, mais dans tout le Grand Est, hein, vous retrouvez des Xapa et des CJC, pas forcément portés par Addiction France, mais Mmh. en tout cas, on est là pour ça. Oui, et D'accord. les parents peuvent consulter même si le jeune ne vient pas, Mmh, puisqu'on est D'accord. là aussi pour accompagner les parents dans leurs difficultés. voilà. Il n'y a pas que l'accompagnement des consommateurs, il y a aussi, de l'entourage, de tout l'entourage. Ça, c'est bien, parce que souvent les familles se retrouvent bien seules face à tout ça. Mmh. Mais des fois, c'est des jeunes qui viennent poser des questions, en lien avec, une problématique addictive de leurs parents, hein. Ça peut marcher à l'inverse aussi. Ah bah, ma foi, C'est rare. C'est plus rare, mais ça existe. Mmh. d'accord. Eh ben, merci messieurs, dames. Je vous souhaite Merci à donc tous. une, très belle, une bonne fin de journée et puis alors à très bientôt. Au mois de mai, il me semble, pour le dernier Oui, webinaire. pour le dernier webinaire, ce sera au mois de mai. À Bonne bientôt, à très journée, bientôt. au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir. Eh ben, voilà, ça y est.